Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour le plus grand événement à venir de la jeune histoire du Paris Basketball, la finale de l'Eurocup 2024. État de forme de l'équipe parisienne, présentation de l'adversaire, la Gielbourg et clés tactiques de la rencontre seront au programme de cette preview de la finale de l'Eurocup. Et pour cela, je suis accompagné par Antoine. Comment vas-tu ? Salut Lilian, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble d'ailleurs. C'est vrai, comme la dernière fois avec Flavien, on renoue des duos ces derniers temps. J'ai envie, moi, de savoir quel est ton sentiment, toi. Là, on enregistre pile 48 heures avant le match 1 de la finale. Quel sentiment t'anime, excitation, curiosité ou encore sérénité avant cette deuxième finale de la saison pour Paris après la Leaders Cup? Bah, excitation, on a envie, je pense comme tous ceux qui nous écouteront, celles et ceux qui nous écouteront, toi, moi, toute l'équipe de PBOA, que ce match arrive. C'est ce que limite je disais à Flavien hier, c'est que pourquoi on joue Le Mans, enfin pourquoi le championnat est encore là, pourquoi le lundi existe. Enfin vraiment, on est tellement dans cette bulle Eurocup. Qu'on a du mal à décrocher. Moi, il n'y a pas d'anxiété. J'ai tellement confiance en ce groupe pour au moins montrer un bon visage. Bon, ça, on en reparlera. Que non, c'est plus de l'excitation, en fait. Vraiment de l'excitation de me dire, waouh, on va découvrir mardi, on va assister à la première finale d'Eurocoupe, de Coupe d'Europe, du coup, de l'histoire de ce club. Et en fait, on ne peut pas sans même s'empêcher de se dire que de chemin parcouru. On s'était déjà fait la Mm. rétrospective après la Leaders Cup. On peut que se la refaire là. Et sauf que là, c'est vraiment finale de Coupe d'Europe. On a beau me le rappeler à chaque fois, ou le rappeler souvent, c'est comme s'il y avait une petite part de moi qui le redécouvrait à chaque fois. Toujours cette même excitation. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Puis, on se cache pas on discute pour pourquoi pas aller voir le Game 2 à Bourg. Mais là, vraiment, on tient plus, quoi. Je sais pas toi comment tu le sens. Ouais, parce qu'en plus, on a la. Ouais, c'est difficile d'appréhender cette finale, de voir peut-être l'ampleur qu'elle a face en plus à un autre club français. Je ne sais pas si forcément on se rend compte quand même de ça que ça représente pour le basket français, que ce soit Paris et la Gielbourg en finale. Et ouais, voilà, vraiment, il y a beaucoup d'excitation avant de finale. Voir aussi comment ça va se passer, parce qu'au final, Paris et Gielbourg ne se sont rencontrés qu'à une seule reprise pour le moment. C'était à Equinox en décembre dernier. La Gielbourg l'avait emporté dans les tout derniers instants, notamment avec un tir dans les dernières secondes d'Azaya Mike. Donc impatient de voir comment va se passer cette confrontation entre deux équipes qui, on va en parler, se ressemblent sur plusieurs points avant cette finale. Justement, je vais dire le programme de cette finale. Match 1 sera mardi 9 avril 20h30 Adidas Arena. Le match 2, ou peut-être voilà, des membres de PBOA iront vendredi 12 avril à Equinox 19h30 et une éventuelle belle décisive ce serait le lundi 15 avril. Mais donc d'abord, avant de parler de la JL Antoine, on va euh, très rapidement revenir sur l'état de forme des Parisiens avant de cette finale, parce qu'on en a longuement parlé dans le dernier podcast sur le dernier mois de mars, Parisien idyllique, comme on l'avait titré, avec 9 victoires consécutives en mars. Et ce week-end, Paris a encore accentué sa très large série de victoires à 17 en l'emportant très largement au Mans. Est-ce que tu peux me dire un mot sur cette rencontre que tu as pu observer, Antoine? C'était du Paris Basketball dans le texte depuis quelques semaines, comme vous le disiez dans le podcast, comme tu le dis dans ton article sur Bibasket. Déjà, Le Mans, il y avait eu, au match aller, il y avait eu une énorme. Ça a été la première fois que j'étais aussi choqué. C'est là où on apprenait à découvrir Paris Basketball de Thuoma Cisalo et de toute cette équipe-là. Mm. Et on a eu affaire au même Paris Basket, c'est-à-dire une équipe qui gère bien ses rotations, qui joue sérieusement, qui même en termes de rythme, c'était pas un rythme extrêmement élevé, donc il y avait vraiment une gestion parfaite des organismes du jeu, et Paris n'a pas été extrêmement inquiété, pourtant face à une équipe du Mans qui n'a pas démérité, qui s'est battue. Il y a eu parfois un petit peu de tension, c'est un petit peu électrique entre les deux équipes, tout en restant très correct la plupart du temps.
Mais non, c'est une équipe parisienne qui contrôle parfaitement sa rencontre. Après, j'ai envie de dire, c'est toujours plus facile quand tu as un joueur du calibre de TJ Shorts pour faire ce qu'il sait faire de mieux, et de Nadir Hiffi qui monte en crescendo à chaque match, qui monte en puissance. Et autour de lui, ouais, il y a un collectif qui est bien rodé, qui est bien huilé, pardon. Et c'est toujours aussi impressionnant de voir l'écart qu'on peut mettre que peut mettre cette équipe à son adversaire. Donc, une rencontre vraiment, on va dire, sans aucun mépris ni sentiment de se sentir supérieur. Enfin, du classique Paris Basketball, bah, c'est pour ça qu'ils sont à 17 victoires de suite. Donc, ça fait toujours plaisir. Je me dis, mais jusqu'où cette équipe peut aller en fait à chaque fois, elle dépasse les limites. Et Éric Delors l'a bien senti cette année avec Le Mans. Et puis on sent bien que vraiment le Paris a une vraie ascendance, un vrai ascendant pardon, sur Le Mans cette saison, plus que sur toute autre équipe en Betclic Elite cette saison. Plus 41 à l'aller, c'était la plus large défaite de l'histoire du Mans. Et là, plus 33 au retour. Et là, c'est cette fois, c'était la plus large défaite du Mans à Antares. Donc voilà, je pense que le MSB sera peut-être un petit peu supporter de la JH-Bourg en finale de l'Eurocup. On n'est pas dans l'intimité des vestiaires, mais peut-être que ce sera le cas. Antoine, tu n'étais pas avec nous sur le dernier podcast, mais j'ai envie d'avoir un petit peu ton regard, toi, sur le dernier mois de mars parisien. Ce qu'on avait mis en avant avec Flavien, c'était notamment la capacité des Parisiens à enchaîner les matchs sans à la fois aucune baisse d'intensité ni concentration. Paris n'a vraiment connu quasiment, en tout cas sur la seconde partie du mois de mars, quasiment aucun temps faible. Qu'est-ce que toi tu relèverais? Quels sont les points principaux qui toi t'ont marqué sur les dernières séries de matchs des Parisiens? C'est cette capacité à enchaîner tous les 3 jours. Donc, ils ont eu, après, l'opportunité régulièrement de jouer à domicile beaucoup de leurs matchs, ce qui nous a aussi permis à nous de nous habituer encore plus à cette Adidas Arena qui est vraiment incroyable, et on apprend encore à la découvrir. Mais vraiment, avec beaucoup de facilité, on a eu des matchs en milieu de semaine. Donc, je pense à Nancy, je pense à Limoges qui était parfaitement mené, où Paris était, on va dire, on posait des problèmes à Paris 2-3 minutes dans la rencontre, et vraiment, j'exagère pas en disant ça. Derrière, Paris contrôle parfaitement ses matchs, comme je disais, sur le bilan du Mans. En fait, le bilan du match du Mans, il est totalement synchro avec le mois de mars du Paris Basketball, notamment en championnat. Paris a bien contrôlé. On a vu même Nanterre aussi, qui n'a pas pu y échapper, qui s'est pris une vraie raclée dans son derby contre Paris. Et puis, il y avait quand même cette atmosphère ces matchs-là, ils sont importants. Chaque match est important, chaque match compte, mais l'Eurocoupe prenait beaucoup de place dans les esprits. On sentait quand même qu'il y avait une équipe qui voulait passer ces matchs-là. Je vais raconter un petit off, on va dire. Après le match de Limoges, à des espoirs, je croise Thomas Isalo qui rentrait dans la salle. Donc, pour préparer sa rencontre, et on discute une histoire de 5 minutes, une discussion très souriante à l'image du coach. Oui, parce qu'il gueule beaucoup, mais il est très sympathique. On parle un petit peu de la salle, puis il me dit, j'ai déjà la tête, au match de Coupe d'Europe. Ils attendaient que ça, mais il y a un respect de l'adversaire du soir, et un sérieux, et ce sérieux-là, ça s'est vu à chaque match. À chaque match, c'était la même rencontre, de la défense dure, du rythme intense, des tirs qui rentrent, des joueurs qui assument leur rôle, des rotations. Un match, on va pas mettre Herrera, on va mettre Malcolm. Un autre match, Malcolm va se reposer. Kessens va jouer des matchs. Gauthier Denis va jouer un peu plus, par exemple, contre Nancy. Donc, vraiment un club qui bosse bien, quoi. Qui bosse bien, et ça se voit puisque ça gagne. Et la dynamique est bonne. J'ai eu l'occasion d'interviewer TJ Shorts aussi là pour un autre média, et pour le coup, pareil, on sent l'atmosphère qui est excellente, et un joueur, on pourrait le faire jouer tous les jours. Pour l'instant, le corps répond, et mentalement, ils sont prêts, ça se voit. Ouais, on sent vraiment en ce moment que Paris, en tout cas, est également dans l'idée théorique de la manière dont Thomas Cizalo veut faire évoluer son équipe, qu'elle arrive en ce moment à son pic, c'est-à-dire le fait d'avoir des rotations en continu permet, et dans l'idée, est d'avoir un niveau de jeu constant tout du long de la rencontre, et c'est ce qu'est en train d'accomplir Paris en ce moment. Voilà, il faudra que ça se poursuive face à la Gielbourg sur une série au meilleur des 3 matchs. Si Paris alors l'a emporté face au Mans avant d'entamer sa finale de l'Eurocup, la Gielbourg également, c'était face à Blois
ce dimanche. Et parlons justement de l'adversaire du Paris Basketball, de cette équipe burgienne qui, bah, on va pas se le cacher, est également assez surprenante cette saison parce qu'on l'attendait pas. Alors, on l'attendait également dans les hautes sphères de la Betclic, mais pas autant à pareille fête, que ce soit en championnat ou en Eurocup. Voilà, c'est une équipe bah, qui ressemble un petit peu quand même au Paris Basketball, même si voilà, les forces sont peut-être un petit peu différentes, mais c'est une équipe qui a une belle profondeur d'effectifs comme Paris, qui joue avec quasiment 12, 13 joueurs, qui se permet qui devait faire tourner de temps en temps en Betclic Elite par moment quand ils avaient beaucoup de choix dans leur effectif. Et c'est une équipe voilà, qui marche avec une. Forcément, quand tu es dans le top 4 de la Betclic Elite, tu as une bonne attaque, tu as une bonne défense. C'est une équipe assez équilibrée comme Paris. Et donc voilà, ces deux équipes qui, on va dire, d'un point de vue assez général, euh, Antoine, se ressemblent avec des joueurs quand même assez dévoués pour le collectif comme Paris. C'est vrai que statistiquement, et ça se voit derrière collectivement, on a une équipe, comme tu l'as dit, comme Paris, qui joue ensemble, donc il y a pas de leader offensif dans le sens où je parle de statistiques, de scoring, qui émerge, un joueur qui est à 18, bien au-dessus des autres. On a vraiment un partage du scoring pardon, qui est très, très bien mené, un effectif qui est bien coaché par Freddy Fotoux aussi. Il y a eu un avantage de prix pour la JL Bourg, notamment en championnat. Peut-être qu'on sera amené à en reparler un petit peu pour peser le pour et le contre. À une belle profondeur de banc, tu l'as dit, je ne vais pas répéter parce que tu as très bien résumé la situation. Des joueurs qui connaissent aussi le Paris Basketball, on pourra en reparler. Peut-être un petit peu plus de taille du côté de Bourg, ça pareil, des joueurs à des postes, un secteur qui a toujours été un petit peu plus sensible pour Paris, sans pour autant que ça soit une faiblesse absolue, mais là, dans le cadre d'une finale de Coupe d'Europe, ça pourrait jouer en leur défaveur. Et puis oui, globalement, c'est vrai que c'est un projet. On parle beaucoup du projet Paris Basketball, qui est un projet magnifique, mais le projet de Bourg est tout aussi magnifique, très sérieux. Ils se sont donné les moyens de réussir sportivement, que ce soit par la composition de leur effectif, et leur effectif sur le parquet, ça se voit, un effectif complet. T'as de la création lamenne, t'as des qualités pardon, athlétiques, du scoring, du spacing, donc vraiment une belle équipe, et ça se voit, puisque leur parcours en Coupe d'Europe, comme Paris, il a été assez exemplaire, un peu plus compliqué en demi-finale contre le Beşiktaş. La pression de la salle, je pense on pourra gentiment le comprendre, mais ça annonce une très très belle finale entre vraiment. En début de saison, je mettais vraiment Paris et Bourg, enfin petit à petit en voyant les projets, toujours au même niveau, et je pensais que Paris pouvait être justement, enfin Paris et Bourg étaient vraiment les équivalents en dessous de Lasvel et Monaco. On va voir ce que ça donne dans une finale, parce que je m'attendais à ce genre de confrontation en play-off, et là on aurait vu les limites de Paris, donc on l'aura un petit peu avant. Ouais, c'est très excitant, sachant que la seule confrontation entre Paris et la Gielbourg avait été d'une intensité. Ça avait été un très très bon match de basket où les joueurs, notamment après la rencontre, avaient dit que c'était un match avec une intensité qu'ils avaient rarement connue. Pas étonnant quand on connaît la manière de jouer de Paris. Et la Gielbourg est un petit peu dans cette même veine, peut-être moins impressionnant que les Parisiens, mais souvent en championnat, la Gielbourg fait la différence par sa profondeur d'effectif et sa capacité à imprimer un gros tempo tout au long d'une partie, avec aussi beaucoup de profils très athlétiques. Kevin Coquille à l'intérieur, Bodian Massa, Zachary Zaché qui a attendu dans presque tout en haut de la prochaine draft. Et voilà, c'est peut-être moins clinquant que Paris au visuel, mais la Gielbourg est également dans cette même dynamique de Paris d'imprimer une grosse intensité dans ses rencontres. Et la seule rencontre de la saison entre Paris et la Gielbourg avait été le témoin de cela. Juste rajouter avant de te redonner la parole, Antoine, le parcours européen de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, pardon. Il faut bien prononcer la C'est fin. Bourg, non? C'est Bourg, comment ça se dit? Au c'est final, les deux se disent? Bourg-en-Bresse. C'est C'est pour comme ça parce qu'on que le dit. parce qu'on dit Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Ah oui, mais on prononce la fin. Attention, Ouf, les chipote Bressans hein, vont vraiment. nous. Voilà. Mais les Bressans, après, D'accord, vont ok. peut-être qui écoutent. Mais on dit bien Bourg-en-Bresse, qui a donc terminé également comme Paris, premier de son groupe en Eurocup, 14 victoires, 4 défaites.
qu'il a emporté en quart de finale dans le match sec pardon, face à Prométhée, et qui en demi-finale avait eu raison de Beşiktaş au match 3. Mais Antoine, voilà, je te relance sur l'intensité que peut mettre l'équipe de Frédéric Fautou dans les parties. C'est peut-être moins impressionnant que Paris, mais c'est tout aussi efficace cette saison. Ah, c'est ça, voilà, c'est moins impressionnant, mais c'est un coaching différent, c'est une vision très différente. Par exemple, Paris coach, met énormément de pressing et d'intensité en changeant ses joueurs toutes les 2 minutes 30. Ça, Freddy Photo, il le fait quand même beaucoup moins. De toute façon, Isalo est limite un ovni dans ce secteur-là. Même si tu regardes que Photo, enfin les minutes de ses joueurs sont quand même extrêmement réduites aussi. Donc il y a vraiment une profondeur de banc, une pression sur les petits, donc sur les meneurs qui est assez présente. On l'a vu notamment contre Paris, où Paris fait 20 ballons perdus, ce qui est assez rare pour Paris. On a l'habitude d'avoir un TJ Shorts qui a très peu de déchets, notamment, et d'autres, hein. Mais ça prouve l'adversité et la capacité qu'ont les joueurs de la JL Bourg. Du coup, je te suis dans ce secteur-là. Et les capacités athlétiques aussi, tu l'as très bien mentionné. Je sais pas si c'est moins clinquant, mais en termes de capacité athlétique, c'est plus impressionnant que Paris, à l'intérieur, j'entends. Là où Paris sera peut-être beaucoup plus combatif, c'est-à-dire que si tu cites du Bodian Massa contre Kratzer, c'est pas le même style de joueur, ils font à peu près la même taille, ça va être un beau duel aussi à regarder. Enfin, il y a vraiment des duels dans le match, des duels dans les duels, et ça va pas s'arrêter. Mais sinon, et tu regardes Jean Tounen, pareil, est-ce que c'est un joueur combatif? Absolument. Est-ce que c'est un joueur qui est athlétique? Non, il aura peut-être on va lui donner du fil à retordre. Enfin, certains joueurs de Bourg vont lui donner du fil à retordre. Donc, il y a un profil qui va être vraiment. Certains profils vont être importants à suivre. Et tu regardes notamment voilà, le secteur intérieur. C'est le secteur intérieur qui a fait très mal à Paris dans le match de championnat. Puisqu'il me semble qu'au rebond offensif, déjà, Paris avait vraiment pris un bouillon à Equinox. Et donc, ça, je pense que ça sera scouté pardon, par le coach Isalo. Mais c'est des choses qui peuvent se répéter compte tenu de la profondeur de l'effectif, encore une fois. Et oui, allons-y. Tu commences déjà à rentrer dedans dans les clés de la Pardon. rencontre. Ah non, mais pas du tout, c'est pas grave, ça fait une parfaite transition. Parce que clairement, ça va être force contre faiblesse entre Paris et la Gielbourg. Puisque Paris, on le sait, on ne cesse de le répéter, a ses principales forces sur les lignes arrière avec son duo TJ Shorts, Nadir Ifi, et la Gielbourg. Alors non pas qu'ils n'ont pas de belles forces sur les lignes arrière, mais leur le principaux joueurs, en tout cas, se situe dans la peinture. Bodian Massa, Kevin Kokila et même un Maxime Salage qui a été décisif dans le match 3 face à Beşiktaş. Mais voilà, ça va vraiment être cette confrontation de style entre les lignes arrière de Paris et le secteur intérieur de la JL Bourg. Comment est-ce que tu vois cela se dessiner, Antoine, dans le sens où, bah, on l'a mentionné, Paris a des difficultés dans le secteur intérieur cette saison, parvient à les dissimuler ou en tout cas à, à y faire face, notamment en jouant pas mal de small ball. Tu les as mentionnés avec des Mikael Jantunen, avec des Justin Simon qui, je pense, vont avoir un rôle primordial dans cette série. Mais peut-être également qu'il va falloir utiliser un Michael Kessens qui a été peu utilisé ces derniers temps. Parce que là, Bodian Massa, c'est quand même, et Kevin Kokila sont quand même des sérieux clients à l'intérieur, que ce soit au niveau de leur technique, leur capacité à avoir des moves à l'intérieur, mais également au niveau de l'impact physique qu'ils vont avoir, notamment au rebond. C'est vrai que c'est très simpliste ce que je veux dire, enfin, et c'est pas mon intention, mais il va falloir de la taille parce que, comme tu l'as dit, il y a du small ball. Paris joue beaucoup Tu en penses que small ball. Paris va devoir jouer avec de la taille et ne pourra pas seulement utiliser du small ball comme ils ont pu le faire dans les tours précédents? Donc, je sais pas s'ils pourront, mais il va falloir déjà prévenir le fait que Kratzer va être fait très souvent des fautes en début de match. Ça lui arrivait très récemment, donc Mm. sur cette période de mars, de se retrouver rapidement à deux, trois fautes et du coup bah, de sortir et de laisser un Banjasi qui fait très bien le travail, Jean Tounen également et Justin Simon, tu les as cités, qui font très bien le boulot. Mais face au secteur intérieur de Bourg, peut-être prévenir une solution de repli, de rechange de taille et pour s'adapter parce que Bourg a tellement de qualité, notamment sur les externes,
pour pousser les Parisiens à la faute et pour avoir des intérieurs qui terminent le travail une fois que nos intérieurs, les intérieurs parisiens, pardon, sont sortis ou sont de retour sur le banc. Donc, il va vraiment falloir que Paris soit vigilant, ne tombe pas dans la faute, c'est le cas de le dire. Et après, si on se rend compte que ça marche plutôt pas mal avec les rotations, enfin, faut que Paris vraiment arrive à imprégner ce qu'il sait faire de mieux depuis quelques mois, enfin, depuis sa série de victoires et même avant, bien avant, depuis le début de saison, parce que sinon ça risque d'être très très compliqué, je pense. Ça va être la faiblesse de Paris, parce que je pense que les qualités de Paris, on les connaît. Comme tu l'as dit indirectement, les qualités de Paris sont les faiblesses de Bourg et inversement. C'est ça qui fait relativement peur, je pense, si on est supporter du Paris Basketball. Et la difficulté aussi peut-être pour Paris, c'est qu'ils sont parfois tombés sur alors, des intérieurs dominants en face, mais que d'un côté du parquet. Alors que là, quand même, Bodian Massa, Kevin Kokila, c'est une paire d'intérieurs qui à la fois t'apporte offensivement. Bodian Massa, c'est quasiment 10 points par match en Beckley Elite. Kevin Kokila, quasiment 7. Mais ils sont également de bons défenseurs. Kevin Kokila, c'est le cinquième contreur de Beckley Elite avec un contre par match. Bodian Massa est quasiment également à un contre de moyenne. Alors tous les deux, ils jouent à peine 20 minutes par match. Et ça va peut-être être ça la différence pour Paris. Et là où TJ Shorts et Nadir Effi pourraient peut-être avoir des difficultés, c'est dans l'attaque du panier, de pouvoir réussir à avoir une belle finition au cercle. C'est là où peut-être la qualité de TJ Shorts dans le jeu intermédiaire pourrait faire la différence pour Paris si il y a des difficultés, par exemple, pour vraiment se créer des occasions près du cercle. Oui, si Lon Kratzer parvient pas, parce que c'est souvent lui qui lui crée l'espace par ses écrans, hein. Kratzer passe ses matchs à poser des écrans et à se battre avec les intérieurs adverses. Il fait un vrai boulot de l'ombre, hein, tellement de l'ombre que ça se voit. Jean Tounен aussi le fait beaucoup, enfin les intérieurs le font beaucoup à Paris. Si ce travail est fait, ça pourrait vraiment faciliter TJ Shorts, et notamment lui, pour jouer son basket. Mais même tu peux même élargir ça à Tyson Ward et à Colin Malcolm notamment, qui ont tendance à pénétrer dans la raquette, notamment contre Le Mans, ça s'est vu. Plus Malcolm que Ward, parce que Ward a fait un match compliqué contre le MSB, qui a tendance à attaquer en pénétration, que ce soit ligne de fond ou en prenant un écran, donc sur du pick and roll, et au final, il profite pas du fait que l'intérieur roule, justement, pour attaquer le cercle avec un lay-up assez classique, mais très efficace. Si le travail des intérieurs n'est pas fait pour X ou Y raison, parce que voilà, en face, tu as des bons défenseurs qui dissuadent et qui parviennent justement à annihiler le travail de Kratzer ou d'un autre intérieur, ça va devenir compliqué pour Paris. Et donc, il faudra s'en résoudre à du tir extérieur. Là aussi, il y a des qualités, que ce soit Ifi, que ce soit Herrera, que ce soit, on ne sait pas, Gauthier Denis, parce qu'il faudra que des joueurs aussi ne soient pas sur le banc, puisque il y a des règles en Eurocup et faut les respecter. Donc, au-delà, je pense que Enzo Charvin ne sera pas là. Il faudra qu'un autre joueur soit pas là, donc il va falloir savoir sur qui tu ne mises pas. Est-ce que ce sera Kessens? Est-ce que ce sera Gauthier Denis? Affaire à suivre. Ouais, et puis toujours sur cet aspect offensif pour Paris, euh, le fait peut-être, si tu choisis le small ball, c'est vraiment d'y aller à fond dans cette idée pour avoir un intérieur à l'image d'Amicali Antunen qui s'écarte au poste 5 et qui obligerait des Bodian Massa, Kevin Kokila qui sont un petit peu. Alors, Kevin Kokila est assez mobile, mais un Bodian Massa qui est un peu moins mobile à sortir loin de la raquette, ce qui laisserait un petit peu plus de place dans la peinture pour que les meneurs, justement, puissent finir au cercle. Et vraiment ce duel force contre faiblesse, on peut terminer sur l'aspect défensif pour Paris. L'avantage que peut avoir Paris dans cette confrontation par rapport notamment sur les lignes arrières, c'est que les arrières en face, Burgien, Jaquan Lewis, Hugo Benitez, sont pas forcément des arrières avec un premier pas hyper explosif. Je compte aussi Bryce Brown, par exemple, mais pas avec un premier pas hyper explosif. Et je pense que Nadir Iffi et TJ Shorts, avec les qualités défensives qu'ils nous ont montrées cette saison, pourront les contenir. Et dans le même temps, également, le secteur intérieur de Paris ne devrait pas trop souffrir des drives, des pénétrations des joueurs adverses. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine? Non, je suis assez d'accord. J'en douterais juste que oui, c'est ça, vu leur activité, leur capacité à anticiper un premier pas, si tant est si encore plus, pardon, quand il est pas rapide.
Ça devrait déjà limiter cette problématique-là. Puis derrière, tu as toujours un joueur, c'est ce qu'on disait depuis le début de saison, ça défend toujours à un joueur et demi. Tu as toujours après un Tyson Ward, un Malcolm, un Jean Tounen, même un Banja de temps en temps, ou Justin Simon qui va venir en second rideau pour dissuader ou taper la balle parce que bah, voilà, sa main n'aura pas été vue dans la masse. Ça peut être intéressant aussi. Je pense que là, le jeu en pénétration de la JL va être, je pense, assez compliqué pour eux. Justement, c'est pour ça que lors du match de championnat, ça n'a pas été particulièrement leur stratégie. Ils ont plus martelé le rebond et attaqué vraiment, enfin, bien défendu et attaqué à l'intérieur plutôt qu'autre chose. Ça pourrait être un joli point. C'est vrai que pour le coup, Paris a des bonnes qualités en défense, notamment sur les lignes externes. Encore d'autant plus que c'est des joueurs qui sont assez motivés, parfois un peu trop, donc pourvu qu'ils se contiennent, ce qu'on n'en doute pas vu leur professionnalisme et leur capacité à gérer la pression, devrait être le cas. Ouais, ce qui est intéressant dans cette confrontation, et on en revient à la profondeur d'effectif des deux équipes, c'est que même là, j'y repense en mentionnant un Michael Antonin qui peut s'écarter sur le poste 5, c'est que bah, la JL Bourg peut faire la même chose avec un Maxime Salache qui a été crucial dans cet aspect-là lors du match 3 contre Beşiktaş avec la sortie, enfin l'exclusion de Bondi Massa pour une altercation avec un joueur de Beşiktaş. Donc voilà, il y a vraiment, je pense que il y a également, on va pas forcément en débattre plus que cela, mais la confrontation également entre les deux staffs techniques va être également cruciale sur les adaptations qu'il va y avoir pendant les matchs, d'un match à l'autre. On a mentionné, on a fait un petit peu l'éloge avec Flavien de Tuomas Isalo, de son management, de ses choix tactiques ces dernières semaines, Frédéric Fautou. Et dans la même veine, pour l'instant, cette saison avec la Gielbourg, on l'a pas mentionné, Frédéric Fautou qui a été cette semaine prolongé par la JL pour 3 saisons supplémentaires. Donc ça montre également la saison accomplie qu'il réalise pour le moment. Passons à notre deuxième point des clés de la rencontre. C'est sur un joueur burgien en particulier, c'est Jeremy Morgan, on va dire l'infiltré de la Gielbourg, car c'est l'un des rares joueurs de Beaune de la saison dernière qui a joué avec Thomas Isolo, qui n'a pas suivi l'entraîneur finlandais, qui est venu dans le championnat de France donc, mais qui n'est pas venu à Paris. Il y aura 11 membres, en tout cas ex-membres de l'équipe de Beaune pour cette finale, 10 à Paris, 6 joueurs, 3 assistants, il me semble, enfin les 3 entraîneurs principal, 2 assistants, plus un autre membre du staff, et donc un ancien joueur de Beaune à la JL Bourg. Et pourquoi on en parle? Parce que Jérémy Morgan, c'est un peu l'infiltré de la JL Bourg. J'en parle également parce que sur Bibasket, ce lundi, il y aura un article à ce propos-là. Et Jérémy Morgan va se faire un malin plaisir de divulguer un petit peu peut-être les petits secrets de Tuomas Sisalo, car dans cet article justement, on apprend que Jérémy Morgan, dans le futur, aura la prétention de devenir coach, car ses deux parents le sont déjà. Et donc voilà, ça va être intéressant ce petit mano à mano entre donc Jeremy Morgan et ses ex-coéquipiers de Beaune. Jeremy Morgan qui n'avait pas participé à la finale victorieuse de BCL car il était blessé à ce moment-là, il était mal retombé, il avait eu une lourde chute. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que Jeremy Morgan, qui fait une très belle saison à la JL Bourg, on ne manque pas de le rappeler également, 8 points par match avec la JL en seulement 20 minutes de jeu. Qu'est-ce que toi ça t'inspire, Antoine, on va dire, c'était espion infiltré chez la JL Bourg? Déjà, c'est bien parce qu'on n'a pas fait le classique Zachary Rizaché, qu'on cite voilà maintenant pour les mots-clés Google. Non, dans le On en narratif, parlera c'est quand même vrai un que tout petit peu après. oui, Voilà. voilà. Comme ça, on le spoil, on l'annonce un peu, on le tease. Mais c'est vrai que dans le narratif de la rencontre, Jérémy Morgan, l'infiltré de la JL Bourg, c'est quand même une histoire qui est ultra intéressante. Au-delà voilà, des qualités, tu l'as mentionné, du joueur, bon scoreur, capacité au rebond, capacité à faire des passes, des pourcentages qui sont loin d'être ridicules aussi. À 3 points, ça pourrait être un peu mieux, mais c'est pas non plus Pour catastrophique non illustrer un plus. petit peu aux supporters parisiens, c'est un petit peu le Tyson Ward de la JL Bourg, hein. Vraiment le joueur qui fait un petit peu Oui, c'est toutes ça. les tâches de l'équipe.
Oui, c'est vrai, c'est totalement ça. Donc, si tant est que les deux se croisent pendant le match, enfin oui, ils vont se croiser puisqu'ils vont jouer, mais si tant est que les deux s'affrontent, ça peut donner des beaux duels en espérant que Paris en ressorte vainqueur s'il n'a pas divulgué trop de choses. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire, je trouve, de voir Jérémy Morgan retrouver ses coéquipiers avec un énorme S, voire plusieurs, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Et Thomas Sillo qui révèle dans cet article qu'en fait, il donne cette habitude à ses joueurs de tenir un petit carnet de notes, de route sur les impressions que peut avoir le joueur, sur les entraînements, sur les matchs, sur un petit peu tout, un petit journal intime, entre guillemets. Et donc, Jeremy Morgan fait cela depuis qu'il était à Beaune, ça date de 2021. Et Thomas Isalo dit même que bah, dans cette volonté de devenir entraîneur plus tard, que Jeremy Morgan, il met un petit peu trop de cœur à l'ouvrage, qu'il note vraiment beaucoup, beaucoup de choses, et donc très certainement beaucoup de schémas de Paris, Il a enfin, tout que noté. Paris utilise, et que je suppose Jeremy Morgan a donné à Frédéric Fautou, à Jean-Baptiste Lecronier, voilà pour cette finale d'Eurocup. Donc on verra. Voilà. Si Jeremy Morgan, qui est l'un des meilleurs intercepteurs du championnat, pique également beaucoup de ballons sur cette série, on saura un petit peu pourquoi. Donc voilà, tu en parlais, Antoine. Parlons un petit peu de Zachary HHC, mais pas que de lui, parce que là, bon, on va évoquer quelques points pêle-mêle pour finir cette preview, mais je me dis que Paris, voilà, on l'a dit qu'il y a beaucoup de joueurs de Beaune, beaucoup de joueurs qui ont donc déjà disputé une finale européenne, gagné même la Ligue des Champions la saison dernière, qui ont gagné, non, qui n'ont pas gagné la Bundesliga. C'est contre Oum, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, beaucoup, beaucoup d'expérience à Paris, alors qu'à la Gielbourg, il y a des jeunes joueurs, Zachary Zaché, Hugo Benitez, voilà, qui sont tout jeunes et qui, on l'a vu, face à Beşiktaş, par exemple, dans la grosse ambiance turque au match 2, qui n'ont pas forcément réalisé des grosses prestations. J'ai notamment en mémoire Hugo Benitez qui, je crois, perd 6 ballons en Turquie sur le match 2 qui était vraiment complètement en dedans. Est-ce que Paris, voilà, quand même, sur ce genre de finale à enjeu, où il faut pas se rater, hein, parce qu'au final, c'est une série, mais ça va très vite, c'est au meilleur des 3 matchs. On va dire que le match 1 est essentiel pour se donner déjà 2 balles de match dans la série. Est-ce que tu penses que ça peut avoir une incidence sur l'issue de la rencontre? Ah, c'est vrai que cette expérience qu'ont les joueurs parisiens, même pas forcément ceux qui étaient à Beaune, évidemment, eux, ça augmente encore plus cette expérience-là, mais même on peut penser à un Bandjassi qui a quand même beaucoup d'expérience. Cotillioni a du vécu aussi. On a des gens comme ça. Jean Tounen a quand même une certaine expérience aussi. Donc, c'est un groupe qui est rempli de moments forts dans leur carrière respective, que ce soit à l'international comme en club. Et ce groupe dégage. Après, nous, on sera peut-être que des supporters de Bourg qui tomberont sur le podcast pourront nous donner leur avis aussi. Nous, on suit Paris et en tant qu'observateur, on a rarement vu. Je pense que je parle pas, je vais pas, enfin, je vais me permettre de parler au nom de Flav et de Théo aussi. Un groupe aussi déterminé aussi qui a vraiment aussi de manière un peu familière, qui a faim de victoire. C'est-à-dire, dès qu'on parle à ces joueurs-là, dès qu'on essaie d'échanger avec eux, ils sont dans cette bulle de victoire, et une bulle de victoire qui a été vraiment créée par Isalo, qui ne crée pas d'ego, qui crée un vrai sentiment de collectif, et une gestion de la pression qui est totale, parce qu'ils sont constamment solidaires. Et voilà, et c'est là où je dis que les supporters de Bourg, qui nous orientent aussi sur est-ce que c'est comme ça aussi de leur côté, mais de ce groupe de Paris dégage une soif de victoire qui permet d'être confiant constamment. C'est-à-dire qu'on sait que même si sportivement l'équipe d'en face est au-dessus ou elle a d'énormes qualités, parce qu'il faut le reconnaître, un Bourg a beaucoup de qualités, on peut avoir confiance quand on est supporter de Paris, quand on voit cet effectif-là. Et on sait, même si c'est pas forcément la vérité, tout peut arriver, que TJ Shorts peut assurer le match, que Tyson Ward aura l'intensité qu'il a depuis le début de saison, que Nadir Ifi va y aller le couteau entre les dents et qu'il aura peur de personne. Et ça, c'est des qualités qu'on a, nous, parce qu'on suit Paris, je le redis. Et là où en face, voilà, on a des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes, un effectif qui se connaît peut-être un peu moins, mais qui cartonne aussi. Et ça, sur le papier, en tant que Parisien ou observateur parisien, c'est un vrai avantage pour le Paris Basketball. Ouais, c'est un avantage toujours un peu difficile à appréhender Ah, parce oui, que, voilà, justement, ça va être leur première expérience. Peut-être que
La demi-finale contre Beşiktaş va servir aux Burins justement pour appréhender un petit peu mieux cette finale. Ils ont un petit peu connu, on va dire, le pire. On va pas dire que la Didas Arena, ça va clairement pas. L'ambiance ne sera clairement pas aussi hostile. Elle ne sera même pas hostile du tout. Voilà, et juste Non. la salle parisienne va supporter son équipe, mais voilà, Oui, alors, oui, c'est un tu peux contexte compter sur les totalement différent. Parisis qui mettent une superbe ambiance à l'Arena depuis que le club s'est installé. Vraiment bravo à eux et à la salle en général, mais c'est vrai que c'est pas. La Turquie, c'est incomparable. Voilà. Enfin, là, faut rentrer avec la Serbie, la Grèce, c'est pas la même chose qu'ici. Voilà. Je pense que le seul vrai avantage de Paris, un petit peu qu'on peut vraiment prendre en compte, c'est le fait que, et ça va un petit peu découler sur le dernier point qu'on va aborder, c'est le fait que Paris a davantage de joueurs, à mon humble avis, capables de faire la décision dans une fin de match serrée. TJ Shorts, Nadir Ifi, même un Tyson Ward pour moi peut le faire, alors qu'à la Ouais, Gielbourg, totalement. mis à part Isaiah Mike, je vois mal d'autres joueurs capables de prendre la gonfle dans la fin de match, prendre un step back à 3 points, faire filoche. Isaiah Mike a mis un gros tir lors du match aller de Betclic Elite. Voilà, c'est lui on peut le dire, c'est lui le meilleur joueur de la JL Bourg cette saison. Il tourne j'ai les statistiques devant moi, 11 points, 3 rebonds, une passe décisive, 49% au tir global, 34% à 3 points. Voilà, ça c'est des stats en à peine en à peine 22 minutes de jeu. S'il jouerait 30 minutes par match, il tournera à 15 points. Et voilà, c'est le joueur qui se révèle cette année à la JL Bourg, qui a vraiment pris en responsabilité. Ce qui serait intéressant, alors j'avais noté un petit peu pour finir dans ce duel à suivre, Tyson Ward et lui. Est-ce qu'on a souvent vu Ward défendre sur les meneurs adverses cette saison, mais sachant que le meilleur joueur de Bourg, c'est Isaiah Mike. Alors peut-être pas dans les débuts de match, peut-être que Thomas Tuchel voudra imprimer une grosse pression sur Jaquan Lewis, sur Hugo Benitez, sur Bryce Brown dans les premières, en tout cas dans les 2 premiers tiers du match. Est-ce qu'en fin de match, il pourrait passer sur Isaiah Mike qui serait plutôt le joueur qui porterait la balle dans les derniers instants? Qu'est-ce que toi tu en penses, Antoine? Qu'est-ce que tu penses que ce sera les match-up sur cette rencontre? Les match-ups de cette rencontre, on va pas faire de 1 à 5, mais pour répondre à ta question sur Isaiah Mike, c'est vrai que c'est une vraie bonne question. Peut-être qu'on peut se permettre de retirer TJ Shorts dans cette discussion-là de sa défense sur Isaiah Mike, parce que voilà, c'est pas le même poste déjà. Après, la question se pose entre Sébastien Herrera et Tyson Ward, parce que normalement, encore une fois, sans, sans donner de vérité, c'est le 5 majeur classique du Paris Basketball. Cohen Malcolm sort du banc, et quand il y a tampering ou quand il y a un peu de pépin, les deux se remplacent, sont assez complémentaires. C'est comme Jean Tounen et Banjassi sur ces postes-là, mais il y a rarement eu de changement. Bref, vois en fait ce que tu veux, c'est-à-dire est-ce que dès le début de match, tu vas instaurer une énorme intensité défensive au risque de faire des fautes, ce qui arrive, et tu mets Tyson Ward, ou est-ce que tu veux un joueur qui est plus dans le contrôle, beaucoup moins vif, mais tout aussi talentueux comme Sébastien Herrera? Ça va être la question. C'est des joueurs qui, en termes de taille, peuvent tenir, qui, sur les switches, peuvent être complémentaires, donc poser des problèmes différents à Isaiah Mike qui va devoir être vraiment ceinturé le plus possible. Parce que comme tu l'as dit, il a eu le tir de la gagne contre Bourg, donc il a un avantage ne serait-ce que psychologique, même personnel, se dire que il a réussi à le faire une fois, ça peut se refaire. Enfin, mentalement, ça peut jouer aussi pour lui, donc se dire voilà, j'ai été capable de, donc je peux porter mon équipe, à voir comment ça va se passer. Ça va dépendre du coach. Est-ce qu'on veut de la vivacité tout de suite et beaucoup d'agressivité, d'activité, ou quelque chose de plus contrôlé, plus modéré, avec même un Colin Malcolm en sortie de banc, puisque bah, ils vont sortir au bout de 2 minutes 30 de toute façon. Donc ça sera à suivre. Mais je miserais plutôt sur ces deux-là. Après, ça balancera en fonction de comment le match part autour, avec tous les secteurs qu'on a évoqués avant. Ouais, peut-être que je pense que peut-être Thomas Tuchel pourrait partir sur mettre Ward directement sur Mm. Mike, sachant que la Gielbourg n'a pas un fort meneur qui cristallise un petit peu tout le jeu, à l'image d'un TJ Shorts. C'est davantage un collectif qui tourne vraiment, et où peu importe les joueurs arrière, ça ne change pas vraiment la dynamique de l'équipe. Donc, tu n'es pas forcément obligé de vraiment de mettre la pression sur un joueur en tant que tel sur la ligne arrière. Donc,
pourrait privilégier de mettre Ward sur Mike. Mais voilà, c'est ce qui est intéressant dans les séries, c'est qu'il va y avoir des adaptations, des changements. Ça peut commencer de telle manière au match 1, changer au match 2. Et c'est ce qui fait un petit peu tout le sel, toute la saveur de ces matchs ou de ces séries, où il y a plusieurs matchs et où tu peux t'adapter d'une rencontre à une autre. Et c'est ce qu'on verra. Et c'est ainsi que se termine cette preview de la finale de l'Eurocup. Le planning de podcast pour cette finale sera très simple. Ce sera un débrief façon Betclic Elite après chaque match de la série. Donc voilà, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux @paribet-8 on air sur Twitter et Paris B-Ball on air sur Instagram. Je te remercie Antoine d'avoir été là avec moi. On salue Corentin qui ne pouvait pas être là pour cette preview de la finale d'Eurocup, mais voilà, on l'embrasse, voilà, et je suis sûr qu'il nous écoute attentivement. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de la sortie de chaque épisode et donc de chaque débrief de cette finale. Et puis, ouais, il pourrait bien qu'on se retrouve pour un même duo micro pour le débrief du match 1, ça pourrait être C'est Antoine possible. et moi. Voilà. Donc vous verrez, vous aurez la surprise ou pas. Donc voilà, en attendant, on vous souhaite à tous une très bonne entame de finale d'Eurocup. Il faut profiter de ces moments-là parce que des finales européennes, ça n'arrive clairement pas toutes les saisons. Donc voilà, profitons de ce moment, d'avoir 2 clubs français en finale de l'Eurocup. C'est une très belle publicité pour le basket français. Et voilà, nous on se retrouve très vite pour les premiers débriefs de cette finale. Merci Antoine. Et donc à très vite. Bye bye. Ciao.